Amateurs, pouvons-nous lutter contre les ravages de l'élevage industriel? Comment nous assurer de consommer de la viande saine, produite dans le respect du bien-être animal et de l'environnement? Eh bien, on va en parler ce soir. Pierre Inard, bonsoir. Bonsoir. Vous avez témoigné dans ce documentaire qu'on vient de voir, excellent documentaire d'ailleurs. Vous êtes éleveur de vaches en Pays de Loire, ingénieur agronome, auteur de ce livre paru chez Grasset, Omerta sur la viande, qui a fait grand bruit et qui dénonce les pratiques dont vous avez été témoin dans une grande entreprise d'abattage et de découpe de viande. C'était quoi vos fonctions dans cette entreprise? Vous faisiez quoi là-bas? J'étais le directeur qualité, c'est-à-dire le gendarme de l'entreprise, qui fait respecter la loi sanitaire et les cahiers des charges vis-à-vis des grands clients acheteurs à l'entreprise. Et alors de quoi vous avez été témoin? Eh ben, j'ai été témoin du pire. C'est-à-dire, parce qu'on n'imagine pas forcément ce que c'est. Non, oui. Disons que quand les industriels n'ont aucun scrupule, il y a des petits liens, des parallèles qu'on voit aussi avec l'affaire Lactalis actuellement, parce qu'il y a vraiment des parallèles. Et en fait, j'étais témoin de viande avariée et qui réapparaissait dans la chaîne de production. Oui. Parce que, voilà, pour le PDG et pour Castelviande, c'était systématiquement, fallait ne rien perdre et donc recycler des viandes qui étaient impropres à la consommation et dangereuses pour le consommateur. Et ces viandes impropres à la consommation, elles se transformaient en quoi? On en faisait quoi? Alors, qu'elles reviennent sur le circuit Alors, ce qui était le plus grave, en fait, c'est que ça repartait sur la restauration commerciale, donc chez Flunch. Principal débouché du recyclage. Sous forme de viande hachée, par exemple? Alors, chez eux, c'était du steak dit premier choix. D'accord. Heureusement que ce n'était pas du deuxième ou troisième. Et autrement, même, le plus problématique aussi, c'est que les consignes d'animaux souillés sur la chaîne d'abattage, on les retrouvait, après falsification de la traçabilité, dans l'atelier de haché. C'est-à-dire, ils réapparaissaient là où c'est totalement interdit. Et pour cause, parce que sur le plan sanitaire, ça a d'énormes conséquences. Et sur les conditions d'abattage aussi, vous avez vu des choses qui vous ont choqué? Eh bien oui, dès que je suis arrivé d'ailleurs, il y avait peu de conscience que l'animal était un être sensible. Et donc les tueurs, enfin, voilà comme on les appelle sur la chaîne, ils s'étaient habitués à pas mal de brutalité et puis à ne plus considérer l'animal comme un être vivant. Donc en fait, l'étourdissement était souvent peu efficace et personne ne réagissait. Donc c'était les premières mesures que j'avais fait et fait faire régler les matadors pour que l'assommage soit très efficace du premier coup. Parce qu'on n'a pas le droit de faire souffrir un animal. En tout cas, vous avez tenté de ramener de bonnes pratiques au Oui. sein de la société. Vous allez être finalement licencié de la société. Il y a des cadres de l'entreprise qui seront mis en examen pour tromperie sur la marchandise, mise sur le marché de produits préjudiciables à la santé. On le comprend bien. Vous avez été attaqué en diffamation. Ça en est où, cette affaire? Eh bien, j'ai gagné mon procès puisque la veille du procès, l'industriel s'est désisté, s'est rétracté. Donc, il n'y a plus aucune plainte contre mon livre. Et les faits relatés sont considérés comme étant que des faits réels. En même temps, je n'avais rapporté que ce dont j'avais été témoin. En même temps, on imagine que c'est une malheureuse expérience, mais que les conditions d'abattage sont quand même pas partout comme ça. Non, mais il y a encore quand même trop d'industriels qui se pensent au-dessus des lois et inattaquables par leur puissance. Vous voyez, leur puissance économique? Oui, vous voyez un petit peu les parallèles avec Lactalis. Donc c'est ça qu'il faut aussi remettre en cause. Et qu'il soit rappelé que la loi s'applique à tout le monde. Et ce n'est pas parce que vous êtes un puissant entrepreneur et qui procure de l'emploi à un grand nombre de personnes que ça vous rend au-dessus des lois. On va reparler dans quelques instants de votre activité actuelle, puisque vous élevez des vaches de race Salers. Vous avez créé le label bœuf d'herbe qui garantit aux consommateurs une viande saine élevée en plein air dans certaines conditions. On va revenir avec vous sur tout ça. Perico Légas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, critique gastronomique. Alors pour vous, vous le dites, acheter sa viande dans les rayons de la grande distribution, comme le font beaucoup de Français, c'est une hérésie totale. Ça fait 40 ans qu'on nous explique qu'il faut consacrer le moins de temps et le moins d'argent possible, ou que l'on peut consacrer le moins de temps et le moins d'argent possible à notre alimentation. Comme on nous a créé de nouveaux besoins, notamment par la publicité, pour pouvoir s'offrir ces besoins nouveaux et supplémentaires, on nous explique prélever dans le budget alimentaire, qui n'a cessé de s'effondrer. Vous aurez ainsi les moyens de consacrer cette somme, ce budget, à d'autres activités, d'autres dépenses, ce qui est catastrophique. Le premier budget, c'est le budget alimentaire. Il faut pomper sur tous les autres. Aujourd'hui, on le sait, pour le privilégier. Et c'est vrai qu'il y a un réflexe de consommation de masse.
encouragés par la grande distribution, dont la stratégie économique est de faire baisser les prix. Or, faire baisser les prix, c'est faire baisser la qualité. Et faire baisser la qualité, c'est la sécurité. On assiste tout simplement à la transformation, et c'est dit dans le film, la production alimentaire, qu'elle soit industrielle, agricole ou artisanale, eh bien certains en ont fait un produit financier. C'est-à-dire qu'on vend ces aliments comme on vendrait des pinces à linge ou des clés anglaises. Or, l'agriculture n'est pas là pour produire des profits, elle est là pour nourrir l'humanité. Bien sûr qu'elle doit engendrer et être rentable, engendrer des profits, parce que le paysan doit en vivre, et c'est bien aujourd'hui le thème du débat, au cœur du débat politique avec les états généraux de la consommation. Mais ils sont d'abord là pour nourrir l'humanité de façon saine et raisonnable, tout en préservant la planète. C'est un merveilleux enjeu, c'est un formidable programme politique, et on se désole que les hauts responsables financiers et politiques de ce pays et de cette planète aujourd'hui se comportent de façon contraire aux intérêts de l'humanité. Jocelyne Porcher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue à l'Institut national de la recherche agronomique. Vous avez été éleveuse. Alors, à côté du problème sanitaire, qu'on a bien compris que posent certains abattoirs, vous dénoncez également les conditions dans lesquelles on abat les animaux. C'est vrai que c'est une grande problématique dans notre pays, l'étape de l'abattage, aussi bien pour l'éleveur que pour le consommateur. C'est quelque chose qui, pour l'instant, n'est vraiment pas résolu en France. Non, c'est-à-dire que le processus d'industrialisation de la production des animaux s'est accompagné de l'industrialisation de leur abattage. Donc on a un ensemble production industrielle, abattage industriel. Et de l'autre côté, ceux qui font encore de l'élevage, il n'y a pas d'abattage qui corresponde à une bonne façon d'élever les animaux. Et c'est d'autant moins qu'il y a une concentration des abattoirs, une augmentation de leur taille. Et donc on a des éleveurs maintenant qui doivent faire 80-100 km pour aller porter leurs animaux à l'abattoir. Et donc il y en a beaucoup, il faut le dire, et ce sur quoi on travaille, qui renoncent et qui abattent à la ferme dans l'illégalité. Oui, parce qu'effectivement, c'est illégal aujourd'hui d'abattre. Voilà, pour pouvoir préserver leur sens moral envers les animaux, respecter leurs animaux. Vous êtes à l'origine d'une association qui milite pour que les éleveurs s'abattent leurs bêtes à la ferme ou tout près de leur ferme, quoi. Voilà, parce que beaucoup de ces éleveurs font de la vente directe. Et donc, ils sont, finalement, il y a des cas de figure où ils ne sont pas sûrs d'avoir récupéré leurs animaux et donc ils ne sont pas sûrs de vendre leurs animaux, et donc ils sont dans un malaise. Il faut faire de la traçabilité à ce moment-là, en fait. Voilà, c'est-à-dire que eux, ce qu'ils veulent, c'est j'élève mon animal, je tue mon animal, je suis responsable, j'assume. Je le vends. Et je le vends, et je sais que c'est le mien. Et les consommateurs savent que c'est le mien, et donc on est dans une chaîne de responsabilité, de confiance. Ça se passe comment dans les autres pays européens? Ils ont le droit d'abattre dans leurs fermes, il y a des abattoirs mobiles, il y a quoi? Mais il y a des pays où, par exemple la Suisse ou dans certains, en Allemagne, voilà, il y a la Suède, en Suède il y a un camion abattoir, voilà, qu'on cherche à développer ici. Donc il y a des exemples d'équipements, il y a des exemples de pratiques comme l'abattage au pré, par exemple en Suisse. Donc, qui font que, dans ces pays et dans ces cas de figure, on essaye de recréer du lien, de la proximité, de redonner du sens. Dominique Lestel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, auteur de cet ouvrage « Apologie du carnivore », c'est chez Fayard. Alors, c'est vrai que cette compassion pour les conditions d'abattage des animaux qu'on a de plus en plus dans notre pays, c'est quelque chose qui choque, qui est assez récent. C'est lié notamment aux vidéos qui avaient été tournées par l'association L214. C'est quoi? Oui. C'est ça qui a un peu déclenché cette polémique en France? On le savait déjà un peu avant, mais ça a permis d'accentuer, de porter l'accent sur ce problème et la difficulté de pouvoir le résoudre de façon convenable. Corinne Pelluchon, bonsoir. Bonsoir. Vous enseignez la philosophie à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Vous défendez la cause animale. Alors, il y a le projet de loi alimentation qui a été présenté par le gouvernement fin janvier prévoit des dispositions pour assurer le bien-être animal. Le délit de maltraitance est étendu aux entreprises de transport d'animaux et aux abattoirs. Les sanctions vont être doublées, passeraient à 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. C'est un sacré message politique pour des gens qui défendent la cause animale comme vous. Oui, mais je pense que ce qui est intéressant et qui a été dit ici, mais aussi dans le film, c'est qu'il y a une convergence aujourd'hui entre l'écologie, la lutte contre le réchauffement climatique, la prise au sérieux de la condition animale, quelles que soient les conséquences que chacun en tire, et il y a des différences entre nous ici. La question de la santé, ça a été dit, la résistance aux antibiotiques va entraîner des problèmes de santé publique majeurs, et puis la dignité des personnes qui travaillent. Il faut toujours rappeler qu'en France, il y a des agriculteurs et des éleveurs qui se suicident chaque jour. Donc je pense qu'aujourd'hui, au-delà de nos différences, il faut chercher des accords et des réponses concrètes à ces sujets. Et le politique fait quelques petites mesures, mais je crois que vraiment, par exemple, au niveau des labels, le label bio n'intègre pas la question du bien-être animal, ni de l'abattage. Donc il faudrait au niveau de la traçabilité. On va parler des conditions justement d'élevage dans notre pays avec cet extrait du documentaire.
95% de la viande de cochon produite en France vient d'exploitations comme celle-ci. Et elles vont rester combien de temps? 4 semaines. 4 semaines comme ça. Une porcherie, déjà, c'est un lieu fermé, une zone fermée dans laquelle il y a des bâtiments fermés, dans lequel il y a des boxes fermées. Donc c'est un emboîtement de lieux fermés dans lequel, in fine, se trouvent des truies, des cochons. Il n'y a pas de la nature là-dedans. Le but, c'est que les animaux produisent le plus possible, le plus vite possible. Ils sont sur leur case en béton, là, ou sur pied-botier, ils ne bougent pas. Ils n'ont rien à faire, ils mangent. Ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils grossissent, ils grossissent. Et en 5 mois et demi, ils passent d'1 kilo à plus de 100 kilos. On imagine toujours des cochons en train de gambader à l'extérieur. Et là, c'est quand même assez restreint, quoi. Oui, c'est sûr, oui. Mais aujourd'hui, beaucoup de la production est faite comme ça. Et les animaux sont quand même relativement en forme. Là, on voit qu'ils viennent vers nous, les mecs qui courent, qui s'amusent. Si dehors, ils seraient forcément beaucoup plus heureux. On va parler tout de suite de production industrielle de cochons, parce que vous avez bien connu ça, Justine Porcher, pendant vos études. Juste un mot, on a entendu parler du temps nécessaire. C'est indispensable, ce temps nécessaire pour les animaux qu'on n'a plus aujourd'hui. Toute qualité, toute œuvre culturelle, toute œuvre artistique est le fruit du temps que l'on passe. Voilà. Surtout quand c'est dépendant de phénomènes naturels, de phénomènes chronologiques. Il faut une maturation, il faut un temps de fermentation, il faut un temps d'élevage, il faut le respect de l'animal, de la vie. Et bien entendu, en tout cas, quand on est gastronome, on sait que les choses qui ont été faites avec du temps, qui ont été élevées avec sagesse et qui ont pris le soin de prendre en compte tous les éléments organoleptiques qu'il y a. Et puis pour un être vivant, le faire doucement, ne pas stresser un animal. Un poulet, c'est un animal très très sensible. Et quand on va visiter des élevages, on marche doucement. Il y en a qui leur mettent de la musique maintenant. Vous voyez à quel point on est soucieux. Voilà. Parce que quand on a entendu qu'une poule pouvait vivre jusqu'à 20 ans et que là, en un mois, on les fait croître, c'est quand même totalement inimaginable, à la fois pour la qualité, mais pour le respect de l'animal. C'est le symbole de la barbarie dans laquelle nous sommes tombés, dans lequel ce mauvais néolibéralisme est tombé, puisqu'on est dans le productivisme financier, et à savoir que même le paramètre, encore que l'on manipule des matériaux qui ne sont pas vivants, de façon industrielle, ultra rapide, puisqu'il faut un profit rapide. Mais lorsqu'on touche au vivant et que l'on accélère la vie, que l'on mécanise un destin de façon à avoir une rentabilité financière, c'est tragique. Et puis, l'acte final, qui est l'acte du sacrifice. Puisque sacrifice il va y avoir, et c'est tout le débat qui nous sépare des gens qui... Et je sais que c'est une réflexion profonde que nous avons, et omnivore que je suis, les dernières polémiques m'ont alerté, et j'ai changé mon comportement. J'ai changé mon comportement, et jusqu'à un certain seuil, je partage ces valeurs, et moi-même, je vais en disant, nous mangeons trop de viande, et surtout trop de mauvaise viande. Il faut réduire. Mais donc, si on prend le temps de faire les choses, on consomme moins. Et la devise de ce débat, c'est moins mais mieux. Comment moins mais mieux? Eh bien, déjà, en respectant le temps, parce que le temps, il est sacré quelque part, eh bien, ce respect du temps nous apportera la sagesse et le raisonnable. Et nous gagnerons en qualité. Et nous gagnerons en qualité, et en santé, et en bien-être. Donc, je le disais, Justine Porcher, vous avez fait durant vos études un stage dans une porcherie industrielle. C'était comment? C'est vrai que cette découverte en Bretagne de cette porcherie industrielle, ça a été un choc moral et affectif terrible, quoi. Et comment on explique qu'en France, 90% des porcheries sont industrielles, alors que par exemple en Grande-Bretagne, 40% des cochons sont élevés en plein air? C'est parce qu'en France, le processus d'industrialisation, après la guerre, il s'est porté d'abord sur l'aviculture. Pour les cochons, c'est 1970, l'année du plan de rationalisation de la production porcine. Les décideurs, les industriels, ont décidé qu'il n'y aura plus de 3 cochons dans une ferme et partout en France. Ils allaient centraliser tout ça. Qu'avec le cochon, on allait faire des profits. Il y a eu des bugs, et il y avait des maladies. Dans les années 70, j'ai interviewé des gens qui ont été enrôlés dans un système dans les années 70. Ils disaient les animaux mouraient parce qu'ils n'avaient pas... Il y avait des tas de maladies, ils n'avaient pas... Alors, petit à petit, la technique, la science vétérinaire se sont engagés là-dedans pour arriver à produire aujourd'hui 31-32 porcelets par truie par an. Et donc... à faire de cet animal, la truie, une productrice de matière porcine.
Enfin, la zootechnie du 19e siècle comparait les machines animales à des hauts fourneaux dont on extrayait la matière, le charbon. Et là, la zootechnie, c'est ça, c'est l'extraction de la matière animale du corps des animaux. Oui. Oui, juste. C'est un enjeu économique des années 50-60. Le général de Gaulle dit à Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture, l'Allemagne, entre guillemets, va réarmer, c'est-à-dire qu'elle va développer son industriel de façon très agressive. Nous n'avons pas la possibilité de récupérer ce retard. Notre trésor économique, c'est notre agriculture. Faites en sorte qu'elle devienne moderne, productive et qu'elle engendre des richesses. Il ne disait pas ça dans une mauvaise intention. Et Edgar Pisani reconnaît lui-même dans la loi de modernisation de l'économie de 64, on veut faire en sorte que cette agriculture française devienne compétitive et conquiert des parts de marché. Et on transforme les campagnes en usines, les paysans en ouvriers agricoles. Et on arrive à un système qui est un système financier, soutenu, hélas, par le syndicat majoritaire, la FNSEA, qui pensait certainement bien faire en disant aux agriculteurs, on va vous transformer finalement en petits industriels, mais vous aurez du rendement facile avec de la technologie, de la chimie. Au lieu de travailler comme des brutes, vous allez travailler moins, vous produirez plus, et la France sera compétitive. Aujourd'hui, ils se pendent. Donc, il y a quelqu'un à un moment donné qui s'est trompé ou qui a menti. On va parler bonne viande. Oui, allez-y. Oui, je voulais ajouter quand même qu'il n'y aura pas de transition écologique sans transition alimentaire et sans un effort de chacun pour réduire non seulement sa consommation de viande, mais aussi pour la remplacer, pour remplacer les protéines animales par les protéines végétales et donc faire preuve d'imagination. Mais donc, quand vous dites de réduire la consommation de viande, c'est pour des raisons, effectivement, on l'a bien compris, comme on veut manger mieux, il faut manger moins de certaines choses, ou est-ce que c'est plus un problème éthique? Pour moi, c'est un problème fondamental. La question de savoir si on doit conduire à une mort, provoquer un animal qui veut vivre est une question philosophique majeure. Là, elle peut nous diviser ici. C'est peut-être pas le lieu de la poser. Pour moi, ce n'est pas évident. Il se peut que l'humanité, un jour, je l'espère, rejoigne mon point de vue, à savoir que tuer un animal qui veut vivre quand on a, comme disait Plutarque, des céréales et la possibilité de remplacer les protéines animales, c'est problématique. Mais je crois que d'abord, il n'y aura pas on ne décrète pas la fin de la viande. Il faut tout un tas d'évolutions. Et d'abord, pour tout le monde aujourd'hui, il y a eu un rapport de Terra Nova qui a été produit, et ce ne sont pas des véganes qui l'ont fait, qui envisageait que chacun diminue de moitié sa consommation de viande. Évidemment, ça suppose, pour bien se nourrir, à la fois en qualité et aussi en qualité nutritionnelle, qu'on sache remplacer les protéines animales. Mais après tous nos grands-parents, moi j'ai beaucoup moins de viande, ils mangeaient peut-être de la meilleure viande. Et puis il y a tout un tas de choses que chacun, avec sa culture propre, peut renouveler, les légumineuses, etc. Donc je pense qu'il y a aussi l'idée de bien se nourrir. Et je crois, mais ce sont des questions. La question de l'alimentation, c'est une question profonde parce que ça touche l'intime, le biologique bien sûr, mais aussi le social, les habitudes. Donc on ne peut pas claquer des doigts et imposer le végétalisme pour tout le monde, mais on peut au moins inciter. Ça ne marcherait pas. Ça prend pas énormément. Le chiffre n'est pas très important. Oui, mais c'est à venir. Je crois qu'il y a des évolutions profondes. La question de la cause animale est une question, je crois, profonde et qui est mondiale. Oui, mais c'est le respect de l'animal, le respect des conditions d'élevage, des conditions d'abattage. On ne sent pas fondamentalement quand même l'idée qu'il faut arrêter de tuer les animaux et de manger de la viande. Je pense qu'il faut laisser chacun s'interroger sur cette question. Ensuite, quand même, il faut, si on veut qu'il y ait une évolution, une transition alimentaire, il faut donner aux personnes les moyens de se nourrir bien, de la cantine à l'Élysée, proposer des plats végétaliens ou végétariens qui soient agréables et que les personnes puissent également faire chez elles. Et ça, je pense que c'est aussi, ça demande un petit effort de l'imagination et un volontarisme. Après, chacun envisagera, et puis on ne peut pas savoir de quoi demain sera fait. Je crois qu'à l'échelle de 7,5 milliards d'individus, il est clair qu'il faut quand même réduire sa consommation de produits animaliers. Je vais revenir à vous, puisque vous élevez dans des conditions très particulières vos bêtes. Votre réaction à tous les deux sur est-ce qu'il faut arrêter de tuer les animaux, de manger de la viande? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que au-delà des oppositions qui peuvent nous séparer, il y a quand même un problème majeur qui nous réunit, qui est celui de l'élevage industriel, qui est inacceptable aussi bien pour des véganes que pour des carnivores éthiques comme moi. Et je pense que là, il y a aussi à inventer des façons de travailler ensemble, des façons de pouvoir agir ensemble et d'inventer effectivement des choses ensemble. Et l'idée, par exemple, d'une journée végane dans les cantines me semble une excellente idée. Je précise que je ne suis pas carnivore mais omnivore, même si dans l'omnivorité il y a la carnivore. Je consomme
consomme, voilà. Oui. Et que pour moi, l'acte de consommation de la viande, donc je ne m'en départirai pas, même si je rationalise cette consommation, que je veux m'assurer que systématiquement l'animal ait été abattu dans des conditions dignes, je continuerai à manger de la viande parce que je considère que c'est constitutif de notre humanité. Si la société humaine s'est créée, c'est d'abord parce que nous étions des cueilleurs et des chasseurs, que pour chasser, il fallait qu'il y ait un comportement agraire de solidarité, et que c'est peut-être le fait de chasser qui a créé la civilisation. Et l'élevage tel qu'il est celui qui a façonné, qui a formé nos campagnes, nos paysages et notre agriculture. C'est notre civilisation. Maintenant, je veux y introduire énormément de morale, énormément d'éthique, et lorsque je déguste mon animal, que ce soit ma volaille ou mon veau, et je vous vois bien les images, et j'ai vu des petits voiles à l'abattoir, je suis dans un acte quasiment religieux. C'est un sacrifice. J'honore le produit. Je respecte la vie de l'animal, et je veux, en termes culinaires, qu'il ait été respecté, qu'il ne soit pas mort pour rien, et lui rendre honneur quand il est au milieu de la table, quand ce plat est là. Je rends hommage au sacrifice que l'animal a fait pour que je puisse me nourrir avec des paramètres culturels qui est la consommation de la viande, bien entendu. Alors clairement, il a été... Oui, je vais y arriver, vous inquiétez pas, vous allez parler. Je voudrais juste ajouter, parce qu'on parle de viande, en fait, la relation à l'animal, cette relation à l'animal d'élevage, c'est pas que la viande. Il y a le lait, non mais c'est parce qu'on on parle de la viande, mais... La viande, c'est pas le problème. Enfin, pour moi, le problème, c'est la relation à l'animal. Mais au-delà, quand on consomme des œufs, quand on consomme du fromage, quand on consomme du lait, derrière, il y a la mort de l'animal. Donc, moi, je pense qu'il vaudrait mieux parler de produits animaux. Et c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent véganes, par exemple, qui sont en fait végétariennes, qui en fait ne mangent pas de viande et du coup ont l'air de se laver les mains de la responsabilité de la mort des animaux. Parce que la mort des animaux, elle est visible dans la viande. Évidemment, c'est du muscle. Voilà. On ne voit pas la mort de la viande dans un œuf, mais elle y est. Présente dans le lait. Et donc, il faut ça aller jusqu'au bout. Les véganes, en général, ne portent même pas de cuir. Je vais passer la parole à Pierre Martin, qui est très patient, parce qu'on va parler de bonne viande, a priori quand même d'animaux très respectés, puisque vous les respectez. Vous élevez vos vaches en plein air, vous avez créé le label Bœuf d'herbe. C'est quoi concrètement et comment ça marche ? Justement, c'est en voyant les aberrations que je me disais c'est juste pas possible. Je suis, moi, agronome, mais né sur une ferme en bio de famille de pionniers, mais qui élevaient déjà leurs animaux à l'herbe. Et donc, en fait, moi, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi en disant que c'est quand même incroyable que la vache, qui est un herbivore, aujourd'hui, on l'ait transformée en un cochon. C'est-à-dire que elle est destinée à consommer de l'herbe, et on fait tout pour la priver de l'herbe et pour la doper de céréales, de maïs en silage et de tourteaux de soja, alors que physiologiquement, c'est un herbivore. Donc il faut la ramener, si on la respecte, et si on veut respecter justement les animaux et aussi notre propre santé, dans ce pourquoi elle a été créée. Donc c'est de la ramener comme un herbivore et de la respecter comme herbivore. Donc chez moi... Ce label garantit ça. Voilà. Et dans notre filière, le bœuf d'herbe, les animaux sont élevés exclusivement à l'herbe et engraissés à l'herbe. Doucement, lentement. Alors voilà, on revient sur la notion de temps, parce que ça nécessite donc un temps. On se donne le temps. Un engraissement d'une vache à l'herbe, ça va être de 5 à 7 mois. Quand dopé aux céréales et avec du maïs en silage, ça va être 3 mois. Donc vous voyez, il y a ce phénomène de temps. Par contre, le produit, in fine, le résultat est complètement différent. Des animaux qui ont mangé exclusivement de l'herbe, eh bien, ils auront 3 fois plus d'acides gras polyinsaturés, type oméga 3, que des vaches qui ont été engraissées à l'ensilage de maïs et aux céréales. Et pour l'environnement, ça change aussi quelque chose ? Eh bien, complètement, parce qu'il faut savoir que sur la planète Terre, pour lutter contre le réchauffement climatique, vous avez 2 sources qui sont vraiment des puits à carbone, ce sont les océans et ce sont les prairies naturelles. Donc c'est des puits à carbone. Donc moi, sur ma ferme, eh bien, je stocke plus de carbone que je n'en produis. Donc je suis sur un système qui est propre. Vous utilisez quand même beaucoup de tracteurs, de choses comme ça ? Peu, puisque finalement, j'utilise l'intelligence de l'animal. Après, je n'achète aucun engrais chimique. D'accord. Ni je n'utilise aucun pesticide. Donc ce qui fait que en contribution au carbone, en équivalent pétrole pour faire tous ces intrants chimiques-là, j'en utilise aucun. Par contre, j'utilise l'intelligence de la nature, c'est-à-dire je ne travaille pas contre la nature, mais avec la nature. Ouais. Et j'utilise donc des prairies multi-espèces avec beaucoup de légumineuses qui, elles, viennent fixer l'azote de l'air. Parce que dans l'air qu'on respire, il y a 4/5 d'azote. Donc, elle le fixe naturellement dans le sol sur les nodosités du trèfle, qu'il apporte à ma prairie. Et donc, j'ai des prairies qui sont productives, sans aucun engrais chimique. L'élevage a limité les famines. Autrefois, les animaux étaient laissés en ce qu'on appelle en veine pâture.
Et puis on a inventé à un moment donné la clôture et la haie, de façon à fragmenter le territoire, ce qui permettait aux paysans de ramasser des bouses et de créer un fumier qui permettait l'amélioration de la culture de la céréale. Voilà. Et donc on respecte cet animal qui est un ruminant. La vache est un mammifère ruminant, donc qui consomme de l'herbe, un produit végétal, dépendant d'une saison, donc d'un cycle naturel. Et la juste et bonne viande, c'est celle qui respecte ce cycle naturel du ruminant qui mange de l'herbe. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel point d'industrialisation de l'élevage, avec évidemment, et vous vous souvenez de l'épisode de la vache folle, c'est toujours grâce d'ailleurs aux tricheurs de l'industrie qu'on fait des progrès, puisque c'est grâce à ces gens-là qu'on a créé à un moment donné la traçabilité pour savoir donner la viande, comment elle était nourrie. Et on finit aujourd'hui, et c'est le scandale des lasagnes avec la viande de cheval, on apprend le terme minerai. C'est-à-dire que la viande, qui est un animal qui est en pâturage dans la prairie française européenne, se transforme à un moment donné comme un minerai, c'est-à-dire quelque chose de métallique qui est vendu sur le marché pour donner des produits transformés, eux-mêmes industriellement sortant d'une machine. C'est normal qu'aujourd'hui on arrive au résultat d'INSERM qui nous alerte en disant l'excès de consommation de ces produits trop transformés, trop chimiques, trop industrialisés, engendre des maladies tragiques dont le cancer. Et c'est donc le facteur de santé qui devrait interpeller en premier le consommateur. Parce que quand on a vu les images des élevages hors sol de porc, mais ça pourrait être la même chose pour le poulet ou pour les bovins en batterie, eh bien, comment vous pouvez imaginer que le consommateur puisse se dire « je vais être en bonne santé en consommant la souffrance et la misère animale ». C'est juste impossible. Non, ça j'entends très bien, mais est-ce qu'avec ce système qui respecte le temps, qui respecte la nature, est-ce que d'abord c'est vivable pour la planète parce qu'il y a de plus en plus de population, il faut bien la nourrir, ça c'est la première des choses. Et la deuxième, est-ce que du coup votre viande est plus chère ? Là, il y a les deux réponses, c'est-à-dire est-ce qu'on peut nourrir la planète en respectant des cultures et de l'élevage éthiques et qui respectent à la fois les animaux et les humains? Oui. Complètement, oui, dès lors où on replace l'animal à sa place, c'est-à-dire la vache comme un herbivore, et qu'on réduit la proportion des viandes industrielles. Pourquoi ? Parce qu'on fait un gaspillage énergétique sans précédent, et ça, on affame le monde entier par l'élevage industriel. Pourquoi ? Parce qu'il vous faut 7 à 10 calories végétales pour faire une calorie animale dans le système intensif actuel. C'est-à-dire qu'on donne des céréales qui peuvent être consommées par un humain. À un cochon, c'est une aberration. Ou à une vache, c'est une aberration. Donc, il faut finalement ne plus destiner les céréales aux animaux. Bien sûr. Restreindre la part des animaux élevés aux surfaces en herbe. On a parlé justement de la réforme de la PAC où ils ne veulent plus aider les surfaces défavorisées comme l'Occitanie, c'est-à-dire les zones naturelles défavorisées où il y a des contraintes climatiques ou des sols pas riches. Donc, ils veulent ne plus les aider. Mais ces territoires-là, qui sont reconnus comme étant défavorisés, on pourrait en faire des zones d'exception parce que finalement, ils ont une richesse potentielle, c'est qu'ils ont des surfaces en herbe et si on restreignait justement l'élevage à ces zones de pré-bas, de marais, les zones naturelles difficiles et qu'on l'accompagnait avec un signe de qualité, eh bien, on offrirait une excellente valorisation à ces territoires-là qui sont en déprise et qui sont méprisés. Et le prix de la viande comme ça ? Donc le prix, là, c'est entre guillemets un faux problème parce qu'on arrive à faire une viande qui ne coûte pas plus cher aux consommateurs in fine, simplement parce qu'on a supprimé les intermédiaires et nos consommateurs s'aperçoivent que sur le panier équivalent qu'ils faisaient avant en grande surface, eh bien, avant, ils achetaient une viande sans aucune garantie ni traçabilité. Aujourd'hui, ils achètent du bœuf élevé exclusivement à l'herbe pour le même prix rendu chez eux. Donc vous voyez que la notion de prix est toute relative. Et puis on a bien compris qu'il fallait en consommer moins, de toute façon. Et en consommant 2 fois moins, même moi qui suis éleveur et agronome, à la maison, on consomme de la viande 2 fois par semaine. Donc ça restreint votre budget attribué à la viande, donc vous avez les moyens de consommer une viande de meilleure qualité. Oui. Juste pour rappeler qu'il y a une enquête de la FAO qui signale que si on remettait en culture 40% des terres de la planète en friche, on pourrait nourrir l'humanité de façon totalement naturelle. Ça créerait de la main-d'œuvre, ça créerait des emplois, et ça créerait de la... J'allais dire, on remettrait de la vie dans la ruralité. Et ça peut être un programme politique formidable, qui résoudrait bien des enjeux économiques. Oui, sur la question du coût de la viande, le débat est totalement pipé. En ce sens que le kilo de viande industrielle coûte infiniment plus cher que celui qui est vendu dans les supermarchés. En valeur absolue. Tous les facteurs environnementaux qui ne sont pas comptés, comme vous dites. Facteurs environnementaux, facteurs dépollution de l'eau.
facteurs médicaux, facteurs politiques en termes de tension aussi par rapport à ce type d'élevage. Et si on arrivait à donner le coût exact de cette viande industrielle, en fait, elle ne serait pas du tout bon marché. Par rapport à la viande bio, elle serait très, très coûteuse. Elle n'est bon marché par rapport à la viande bio que parce que la viande bio n'est pas subventionnée par les institutions et parce qu'on oublie un certain nombre de coûts qui lui sont afférents. Ce qu'on appelle la valeur négative d'un produit, qui engendre évidemment des dérèglements et des maladies, mais nous sommes dans un pays où la santé est remboursée par les deniers publics, et au passage, le lobby pharmaceutique s'enrichit. Donc il y a des gens qui n'ont aucun intérêt à ce que ça s'arrête. Et quelque chose qu'on oublie complètement, c'est que le premier maillon de la chaîne de la santé, ce n'est pas le médecin, c'est l'agriculteur, le paysan. Et les gens n'ont pas conscience que finalement, nous sommes constitués de ce que nous mangeons. Et ce qui est incroyable, c'est que vous ne partagez jamais autant d'intimité qu'avec votre repas. C'est-à-dire que c'est bien le paysan qui a produit les fruits, les légumes, la viande, le lait que vous consommez, qui constitue finalement la base de vos cellules et tous les nutriments qui vont rentrer intimement en vous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une proximité et les gens ne le comprennent pas et n'en ont pas conscience. Parce que s'ils avaient conscience qu'ils sont faits de ce qu'ils consomment, comment pouvez-vous être en santé et avoir aussi un bon mental et ne pas être déprimé si vous consommez des choses qui sont bourrées de polluants et qui ont concentré de la souffrance. Là, il faut m'expliquer. Et le rôle de l'agriculteur, justement, c'est le premier maillon de la chaîne de santé. Ce que je vois, c'est que rien ne change concrètement, et pour les animaux, et pour les paysans, et pour les éleveurs, et pour tout d'autres secteurs, comme dans la mode, où on continue encore à produire de la fourrure n'est pas interdite dans notre pays, etc. Donc il y a vraiment, aujourd'hui, il s'agit de faire en sorte que le politique se saisisse avec pragmatisme et générosité de cette question et l'inscrive au cœur de l'agenda politique comme une des finalités du politique. Et elle n'est pas un îlot éthique pour vegan, mais elle est vraiment associée à la question environnementale, la question de l'organisation du travail, comment on travaille et comment les personnes trouvent de la dignité dans leur travail, et aussi à cette question de la transition. Et ça, je pense que si on ne le fait pas tout de suite, il faut le faire ici et maintenant. Et si on ne le fait pas tout de suite, ce sera catastrophique. On arrive à la fin de l'émission. Oui, je voudrais juste rappeler que cette façon de voir les animaux elle date de la naissance du capitalisme industriel au XIXe siècle. La zootechnie, qui a conceptualisé l'animal comme machine animale, comme minerai, c'est le XIXe siècle, c'est le capitalisme industriel et on est dedans. Donc pour sortir les animaux de leurs conditions prolétariennes et nous en sortir, nous, c'est des choix politiques très, très forts qu'il faut faire. C'est pas seulement manger moins de viande, voilà, c'est faire des vrais choix politiques. Et d'autre part, je dirais que toutes ces transformations, elles auront un immense avantage, c'est de remettre les animaux dans la nature, de nous remettre en contact avec des animaux, qu'on revoie enfin des vaches dans les prés, des cochons dans les champs, et qu'on puisse vivre enfin à nouveau avec des animaux. Et ça permettra de sauver aussi les paysages, parce que les gens ne font pas le lien aujourd'hui. On parle de réchauffement climatique, on parle d'après COP21, et on ne fait rien finalement. Et s'il n'y a pas d'élevage, eh bien finalement, tout ce qui est facteur environnemental, comme la haie, le talus et les arbres isolés, on dégage tout et on fait table rase. Donc si on veut sauver et transmettre une planète en meilleur état, il y a une obligation, une nécessité d'une prise de conscience, de replanter, de refaire des bocages. Et pour l'instant, on est juste sur le schéma inverse. C'est-à-dire pour l'instant, l'agriculture intensive continue de faire sauter les talus, continue de raser les arbres isolés. Et tout ça, ça participe au réchauffement climatique, à la raréfaction de l'eau, qui sera la prochaine guerre, la guerre de l'eau. Tout ça est parfaitement cohérent. Donc la consommation de viande française nourrie à l'herbe au pâturage est un devoir citoyen. Voilà, c'est très clair. Merci pour cette conclusion. Merci beaucoup. Je rappelle donc vos livres que j'ai déjà cités. Pierre Inard, Omerta sur la viande, c'est chez Grasset. Dominique Lestel, Apologie du carnivore, c'est chez Fayard. Perico Légas, À table, citoyen pour échapper à la malbouffe et sauver nos paysans, Le point sur la table chez Serres. Jocelyne Porcher, Vivre avec les animaux, une utopie pour le 21e siècle, c'est à la découverte chez Poche. Et puis Corinne Pelluchon, Manifeste animaliste, politiser la cause animale, c'est chez Alma Éditeur. Merci infiniment, merci au réalisateur pour ce documentaire passionnant. Il est possible de le revoir ainsi que notre débat sur le site France TV. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, passez une très bonne fin de soirée sur France 5 avec tout de suite C'est dans l'air. Bonsoir.